La rentrée scolaire 2014-2015 hypothéquée en Sierra Leone, c'est une conséquence de la propagation du virus Ebola. L'Inde et le Pakistan, toujours paralysés par les inondations, des milliers de personnes attendent encore les secours et les vivres. David Cameron à la rencontre des électeurs, objectif renverser la tendance de la montée du oui au référendum du 18 septembre. Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Plus de 2000 décès causés par l'épidémie du virus Ebola, le bilan est lourd. Le Libéria, qui totalise le plus de victimes, exprime sa crainte de disparaître de la carte d'Afrique. Pendant ce temps, en Guinée, pays où s'est déclenché le fléau, Alpha Condé invite à la mobilisation. Face à la propagation exponentielle d'Ebola, les pays africains en proie à l'épidémie tentaient mardi de s'organiser pour freiner la transmission de la maladie, première étape prioritaire dans la guerre contre le virus selon l'OMS. En Guinée, le président de la République Alpha Condé appelle la population à une mobilisation pour stopper l'épidémie d'Ebola alors que la rentrée scolaire prévue début octobre a été reportée sine die. Mais en guerre, c'est la guerre contre Ebola. Toute personne, tant soit peu citoyen guinéen, doit s'engager dans cette bataille. Si vous voyez les hôtels aujourd'hui, le Niger Guinée, beaucoup de gens ont peur de venir ici. Il y a une psychose que le corps se vient. Les gens, c'est comme si on attrapait l'Ebola. Avec près de 2300 morts, l'épidémie d'Ebola n'a jamais paru aussi hors de contrôle en Afrique de l'Ouest, en particulier au Libéria, le pays le plus touché qui s'est dit mardi gravement menacé dans son existence même. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre libérien de la Défense, Brony Samoukai, a dressé un constat accablant en forme d'appel au secours. La maladie se propage comme un feu de forêt, dévorant tout sur son passage, a-t-il lancé, assurant que l'existence du Libéria est gravement menacée. Lundi, l'Organisation mondiale de la santé avait dit prévoir plusieurs milliers de nouveaux cas dans ce pays très fragile d'ici la fin du mois. La saturation des centres de traitement favorise la contagion, a souligné l'OMS, les malades étant obligés de rester dans leur quartier, contaminant inévitablement leur entourage. Les autorités libériennes, invoquant le soutien et la coopération de la population à leurs efforts, ont levé lundi la quarantaine de Dolotown à l'est de Monrovia et réduit de 2 heures le couvre-feu nocturne imposé dans tout le pays depuis le 20 août. L'Union africaine, qui brille par son absence depuis le début de cette crise, a exhorté ses membres, dont beaucoup ont fermé leurs frontières aux habitants de ces pays, à lever toutes les interdictions de voyage lors d'une réunion lundi à Addis Abeba. Médecins sans frontières a annoncé mardi l'ouverture de 2 centres de prise en charge de l'épidémie d'Ebola qui a fait 35 morts en près d'un mois dans une région reculée du nord-ouest de la République démocratique du Congo. Dire que la Sierra Leone vit également une crise sociale intense qui l'a même amené à se passer de la rentrée scolaire 2014-2015. Ceci jusqu'à ce que l'épidémie d'Ebola ne soit sous contrôle. L'épidémie d'Ebola dévaste l'économie de la Sierra Leone, l'un des pays les plus touchés où le taux de croissance connaît un sévère recul, a annoncé ce mercredi le gouvernement. Mais aussi la Sierra Leone, qui subit une crise sociale à cause d'Ebola, a fermé ses écoles pour éviter la propagation du virus auprès des élèves. La fermeture de l'école résulte d'une mesure d'urgence de santé. Vous savez, le gouvernement a annoncé qu'en raison d'Ebola, toutes les écoles devraient être fermées de manière à ce que la maladie ne soit pas transmise d'un élève à l'autre, d'un enseignant à l'autre, etc. La durée de la fermeture est indéterminée jusqu'à l'amélioration de la situation. Mais s'il n'y a aucune amélioration constatée, je ne sais pas. Mais nous espérons tous que la situation s'améliorera bientôt. Cela fait longtemps que les enfants sont à la maison et ce n'est pas bon pour leur éducation. Pour être éveillés, il faut passer du temps sur les livres. Mais comme ils sont à la maison, je pense qu'ils devraient essayer de lire leurs livres chez eux. Ou s'ils ont des frères et sœurs plus âgés, ils devraient s'approcher d'eux pour apprendre quelque chose. Or if they have elder brothers or sisters, they should
get to them so that they can be able to teach them something. As of now, though, le virus Ebola ne peut être contenu que si nous sommes en mesure de contenir la transmission d'une personne contaminée à une personne non contaminée. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne voulons pas que les élèves se rendent à l'école parce qu'ils sont vulnérables. Nous allons avoir 3 jours de campagne de porte-à-porte du 19 au 21 septembre et nous nous attendons à ce que tout le monde reste chez soi. Nous allons avoir environ 21 408 volontaires composés d'infirmières, de personnel d'ONG et de jeunes. La Commission européenne organisera lundi une réunion associant plusieurs ministres et des experts pour coordonner l'aide que l'Union européenne peut apporter aux pays africains touchés par l'épidémie d'Ebola, a-t-on appris auprès d'un porte-parole. La ministre française de la Santé, Marisol Touraine, et la secrétaire d'État au développement, Annick Girardin, doivent participer à cette réunion. Il s'agit de coordonner l'aide sur place et plus largement la réponse que l'Union européenne peut apporter à l'épidémie, a précisé une source européenne. Après des hôtesses et stewards, quelques pilotes d'Air France refusent aussi d'effectuer des vols à destination de pays africains touchés par le virus Ebola, a-t-on appris mercredi auprès des syndicats de pilotes et de la direction. Toujours en ce qui concerne le virus Ebola, je vous propose maintenant de suivre le directeur général de l'Institut Pasteur. Il estime que l'impact de l'épidémie ne sera réellement connu que dans 3 mois. Il y a 2 possibilités, clairement. Ou bien ça reste relativement circonscrit sur Libéria et Sierra Leone. C'est dramatique, mais ça va forcément s'arrêter à un moment. Ou bien il y a un échappement malencontreux, ou bien il y a réellement de façon plus importante 1 ou 2 autres pays qui sont touchés, là ça devient vraiment plus compliqué. Je pense que dans les 3 mois qui viennent, on va vraiment avoir une vue beaucoup plus précise sur l'évolution des choses. Il y a des traitements qui ont été proposés, vous les connaissez, c'est le fameux ZMapp, c'est un antiviral qui a été utilisé dans la grippe qu'on peut utiliser maintenant. On espère tous que ça va donner des résultats. Mais jusqu'ici, et c'est ce qui a été repris par Noël Tordo, les arguments étaient essentiellement obtenus chez l'animal et pour le ZMapp sur un tout petit nombre de patients. Maintenant, l'Inde et le Pakistan, où des centaines de milliers de personnes sont toujours bloquées par les inondations qui ont déferlé en fin de semaine passée. Dans les camps de déplacés érigés pour la circonstance, le matériel de secours est toujours attendu. Des milliers de maisons et de champs engloutis sous les eaux. De nombreux quartiers toujours coupés du monde. La situation demeure catastrophique en Inde et au Pakistan, où beaucoup de personnes sont encore réfugiées sur le toit de leur habitation, attendant d'être secourues. Pendant ce temps, les plus courageux se jettent à l'eau dans des embarcations de fortune, espérant rallier les camps de déplacés où la vie ne semble pas pour autant rose. Notre maison a été inondée. Les bateaux de sauvetage nous ont sauvés. Nous avons des ennuis. Nous n'avons aucune nourriture. Nos biens ont été emportés. Nous avons besoin de l'aide du gouvernement et des secours. Il y a beaucoup d'eau ici. Nous ne pouvons même pas marcher ou nager là-dedans. Personne n'est venu nous aider. Notre maison est très loin. J'arrivais à peine à nager et cet homme m'a aidé et m'a pris dans son bateau. C'est grâce à ça que je suis en sécurité maintenant. L'inondation a tout détruit. Les bateaux de sauvetage sont venus nous chercher. Nous sommes maintenant dans des camps. Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons rien. Nos animaux et nous-mêmes sommes malades à cause des inondations. Nous nous inquiétons beaucoup. Nous demandons juste de la nourriture pour nous et nos animaux. Pour faciliter l'acheminement du matériel de secours tant attendu, ce pont a été érigé. Nous avons aidé près de 40 000 citoyens, en plus des forces armées et de la force de sécurité frontalière, en construisant ce pont. Et c'est pourquoi nous l'appelons le pont du soulagement. Après la construction de ce pont, le matériel de secours va pouvoir parvenir aux populations, mais aussi les gens vont retrouver la confiance. Plus de 200 personnes sont mortes dans ces inondations côté indien, tandis qu'au Pakistan, on déplore au moins 256 morts. La montée du oui au référendum en Écosse inquiète David Cameron. Le Premier ministre conservateur a entrepris de descendre sur le terrain dans l'optique de changer la donne. Sur place, le dirigeant séparatiste Alex Salmond affichait sa confiance en la victoire le 18 septembre.
Branle-bas de combat face à la montée du oui à l'indépendance en Écosse. L'ambiance, elle, est celle des jours de fête, celle des moments de réjouissance au quartier général des séparatistes. Et pour cause, l'accord d'union avec l'Angleterre, vieux de 307 ans, pourrait bien voler en éclats au soir du 18 septembre. Outre le travail abattu sur le terrain qui rassure le dirigeant séparatiste Ales Salmond de la victoire du oui pour le référendum en cours, le dernier sondage YouGov le conforte davantage. La montée du oui est irréversible, tempête Ales Salmond, et la descente de David Cameron et alliés n'y changera rien. Aujourd'hui, ce que nous avons est un exemple de l'équipe de l'Écosse contre l'équipe de Westminster. L'ampleur et la portée de la campagne du oui apparaît là au grand jour. Ce n'est pas une question de SNP, du Parti des Verts ou des partis politiques. Cela concerne toutes les couches sociales de la société écossaise. Ce que nous voyons aujourd'hui de l'autre côté, c'est l'équipe de Westminster qui a débarqué en Écosse pour la journée parce qu'ils sont pris de panique. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir un Parlement puissant qui peut créer des emplois en Écosse. L'équipe de Westminster, elle, semble être plus préoccupée par ses propres emplois. Je pense que nous sommes en train de gagner de manière décisive cette campagne sur le terrain en Écosse. Le 18 septembre, seuls les électeurs résidant en Écosse, soit quelques 4,2 millions de personnes et 8,3% de la population britannique, décideront du sort du Royaume-Uni. La reine Elisabeth II, horrifiée selon bien des chroniqueurs à la perspective d'un éclatement de son royaume, n'entend pas pour autant sortir de son devoir de réserve et de neutralité. Je vous propose à présent l'actualité africaine vue par les journaux. Voici l'Afrique à la une. Meurtre crapuleux des religieuses de Kamenge au Burundi. Le sujet, une fois encore, fait la une de bien des journaux dans leur parution du jour. L'enquête progresse. Le suspecté assassin des 3 sœurs italiennes est enfin arrêté, nous apprend Les Voix du Burundi. Mais des zones d'ombre sont légion, révèle-t-il. L'affaire n'a pas encore livré tous ses secrets. Autre lieu, autre feuilleton, Sénéweb nous replonge dans le procès Karim Wade. À sa une, affiche Dakarature, Pierre Agbogba, l'ex-président du conseil d'administration d'AHS Mba Ndiaye, ex-administrateur de l'agence des aéroports du Sénégal, était à la barre. Une petite avancée, mais qui n'aura rien apporté de fondamental au dossier ouvert, constate Sibarou, le quotidien sénégalais d'information. Au Congo-Brazzaville, c'est plutôt la contre-attaque judiciaire de Marcel Nsourou qui a retenu l'attention des confrères. En attendant le verdict de son procès, mentionne le journal en ligne Miwanda Press, l'ancien numéro 2 des renseignements congolais, Marcel Nsourou, porte plainte contre Sassou Nguesso. Le pouvoir crie à la confusion et au cafouillage. Le cafouillage et l'imbroglio, c'est depuis peu le lot quotidien des populations au Lesotho. Et pour y mettre fin, croit savoir le journal Le Soir, Jacob Zuma s'est personnellement rendu dans le pays. La finalité, œuvrer pour la réouverture du Parlement et donc amener les protagonistes à fumer le calumet de la paix. Des menaces, il en est aussi question au Bénin, alerte le quotidien d'information Adjinakou. Menaces non sur le pays, mais sur la rentrée des classes 2014-2015. Pour des revendications non satisfaites, le gouvernement serait dans le collimateur des centrales syndicales. Le matinal confirme mais précise que les menaces sont prises très au sérieux et annonce que pour une rentrée apaisée, les négociations gouvernement-syndicat reprennent lundi. Négociation, Nabil Sbaï, le sosie du roi marocain, n'y aura pas droit. Il écope de 3 ans de prison ferme pour usurpation d'identité, révèle Artus Live. Il a été emprisonné, relaient nos confrères de 7 sur 7 News, pour avoir abusé de sa ressemblance avec le roi du Maroc. Les faits, le jeune homme, la trentaine, au volant d'une voiture de luxe, avait laissé des policiers lui ouvrir la route et des badauds l'acclamer sur son passage, comme si c'était vraiment lui, le roi. Madame, Monsieur, c'est sur ces informations que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. À bientôt.